Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, Emmanuel Macron reste à l'Élysée pour un nouveau quinquennat. Il a obtenu 58,2% des voix contre 41,8% pour la candidate du Rassemblement national, Marine Le Pen. La participation au second tour de l'élection présidentielle française ce dimanche s'élève à 63,23%, soit plus de 2 points en moins qu'en 2017. La grande saison des pluies a démarré depuis le mois de mars. Attention aux inondations et aux dégâts matériels et humains. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement et de la Salubrité prend des dispositions en visite sur les sites de drainage des eaux Bouaké Fofana, appelle les populations à quitter les zones à risque. Et l'Union des journalistes et communicateurs musulmans a organisé sa traditionnelle rupture collective du jeûne de Ramadan. C'est la 5e édition qui s'est tenue ce samedi en présence de plusieurs personnalités du COSIM et des membres du gouvernement dont Bertin Kouadio-Konon et Kandia Kamara. La ministre d'État invite les journalistes à être des acteurs de paix. Et puis en sport, Idriss Diallo, le nouveau président de la Fédération ivoirienne de football. Il a été élu avec 63 voix contre 61 pour Sori Diabaté. Il a prononcé un discours de rassemblement de tous les acteurs pour le bonheur du football en Côte d'Ivoire. 48,7 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes ce matin pour la présidentielle en France. Les électeurs français ont porté leur choix sur Emmanuel Macron. Le président sortant remporte le scrutin avec 58,2% des voix contre 41,8% pour son adversaire Marine Le Pen. Retour sur ce jour de vote avec Michel Digré. 10 secondes maintenant, qui présidera la France ces 5 prochaines années? Il est temps pour nous de vous livrer l'estimation Ipsos Soprasteria, est élu ce 24 avril. C'est le 4e président français de la 5e République à être réélu. Emmanuel Macron rempile pour un autre mandat avec 58,2% des voix. Son adversaire Marine Le Pen a reçu l'adhésion de 41,8% des votants, insuffisant pour prendre sa revanche après sa défaite de 2017. Retour sur cette journée de vote du dimanche 24 avril. Il est 8 heures lorsque les bureaux de vote ouvrent avec une affluence timide. Ça me met extrêmement en colère. Voilà, je suis en train de me demander si ce ne serait pas envisageable de rendre le vote obligatoire pour que la démocratie soit effective et que chacun prenne ses responsabilités, même quand on n'est pas forcément très emballé par l'un des candidats. Arrivée en seconde position au premier tour, Marine Le Pen est la première à accomplir son devoir civique tôt ce dimanche dans son fief de Hénin-Beaumont. Emmanuel Macron, comme à son habitude, est au Touquet à la mi-journée pour son vote. Pour les électeurs qui se sont rendus aux urnes dès l'ouverture des bureaux de vote, ce second tour marquait une étape importante de la vie de la nation française. Je pense que c'est important de faire son devoir citoyen. Il y a quand même des choses pour l'avenir un peu de la démocratie entre guillemets et j'ai pas envie de tomber dans une farce et je pense que c'est important d'aller faire son devoir citoyen même si on n'est pas forcément d'accord avec tous les candidats, on doit quand même faire barrage à certains candidats. 48,7 millions d'électeurs étaient attendus aux urnes. Le taux d'abstention se situe autour de 28,2%, l'un des plus élevés depuis 1969. Et on poursuit avec ce télégramme du président de la République à son Excellence M. Emmanuel Macron, président de la République française. Monsieur le Président, votre élection à la tête de la magistrature suprême de votre pays pour les 5 prochaines années m'offre l'agréable occasion de vous adresser au nom du gouvernement et du peuple ivoirien, ainsi qu'en mon nom propre mes très vives et chaleureuses félicitations. J'y joins mes vœux ardents de bonheur et de succès dans l'accomplissement de votre noble et haute fonction. Cette belle victoire est l'expression de la confiance renouvelée du peuple français en votre politique et de sa foi, en votre capacité à trouver des solutions durables aux crises contemporaines. Pour ma part, je voudrais vous assurer de ma totale disponibilité à œuvrer de concert avec votre Excellence au renforcement et à la diversification des fructueux liens d'amitié et de coopération multiforme qui unissent si heureusement la Côte d'Ivoire et l'Afrique
France pour le bien-être de nos peuples respectifs. Très haute considération, c'est signé Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Et comme en France, ici en Côte d'Ivoire, ce sont près de 13 000 Français qui étaient appelés à accomplir leurs devoirs civiques. Nous avons effectué un tour dans le centre de vote au Consulat général de France pour constater l'engouement. Un reportage de Logoretti à Boussanougou. Dimanche 24 avril, deuxième tour de l'élection présidentielle française qui oppose le président sortant de la République en marche Emmanuel Macron à la candidate du Rassemblement national Marine Le Pen. Au Consulat général de France, ici à Abidjan, les Français ne dérogent pas à la règle. Ils ont glissé leur bulletin dans l'urne. On est venu voter le président pour la France. Tout s'est très bien passé, ça a été un jour agréable. Tout ce qu'on a besoin, c'est qu'il fasse bien son travail et que tout le monde vive en paix en France. C'est important quand même, en tant que citoyen français en Côte d'Ivoire, de faire son acte de citoyenneté et de venir voter. Pour certains, voter est juste un devoir, tandis que d'autres y fondent beaucoup d'espoir. Nous sommes de confession musulmane. Voilà, donc déjà, nous, étant en France, on a eu cette liberté de pratiquer notre religion de façon dans la liberté totale, voilà, et dans la discipline aussi, et puis dans le respect des lois françaises. Et c'est un acte civique très important pour nous, vu l'avenir de nos enfants déjà, voilà. Accomplir son vote, c'est déjà un devoir citoyen, c'est un droit et je pense qu'il faut l'accomplir, c'est normal. Maintenant, le nouveau président qui sera là, on espère qu'il va répondre aux attentes de la population, faire face aux défis économiques qui sont très grands, surtout après le Covid. Et puis aussi apporter une réponse effective à toutes les revendications, à toutes les manifestations qui ont été faites. 17 500 Français vivent en Côte d'Ivoire et près de 13 000 d'entre eux sont inscrits sur la liste électorale. À 13h à Abidjan, le Consulat général de France enregistrait 21,8% de taux de participation. Au moment où on parle, la participation est au moins équivalente à celle d'il y a 15 jours pour le premier tour de l'élection, donc ce qui est plutôt encourageant. L'élection présidentielle, c'est 1 500 000 Français vivant à l'étranger qui peuvent voter. Il y a 1000 bureaux à travers le monde pour accueillir les compatriotes français de l'étranger. Donc les résultats sont connus. Les électeurs français ont porté leur choix sur Emmanuel Macron. Le président sortant obtient 58,2% des voix contre 41,8% d'adversaire Marine Le Pen. Ici, en Côte d'Ivoire, c'est la grande saison des pluies qui bat son plein depuis le mois de mars. Pour éviter des dégâts, des dispositions ont été prises par le ministère de l'Assainissement. Le ministre Bouaké Fofana a visité des sites de drainage des eaux. Il appelle les populations à s'éloigner des zones à risque. Grâce Kando. Le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, en visite de terrain à l'Indénié et à la digue de la Riviera Bonoumé. Bouaké Fofana s'enquiert du bon fonctionnement des ouvrages de drainage des eaux pluviales. Il y a quelques semaines de cela, nous avons lancé les travaux de curage de tous les caniveaux, toutes les canalisations, pour nous préparer à la grande saison des pluies. Et puis comme on a eu la première grande pluie, on voit également comment nos ouvrages ont fonctionné. Avant chaque saison de pluie, on se prépare. C'est-à-dire tous les caniveaux qui ont été bouchés, on va les déboucher. Toutes les canalisations, on va les nettoyer. Les barrages eux-mêmes vont être nettoyés pour qu'on puisse utiliser toute la capacité de l'ouvrage. C'est ce qu'on a fait. Maintenant, on vient aujourd'hui pour nous assurer que ce travail se fait comme prévu. Le ministre Bouaké Fofana invite à l'entretien de ces ouvrages et demande aux populations de libérer les zones à risque. La saison des pluies, il y a une grande menace dans les zones qu'on appelle les zones à risque, où il peut y avoir des inondations, il peut y avoir des glissements de terrain. Et je profite donc pour appeler encore nos populations à quitter les zones à risque. Nous avons déjà servi dans certaines zones de mise en demeure pour partir de ces zones à risque-là, parce que nous voulons préserver les vies humaines. Le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité compte poursuivre la sensibilisation auprès des populations vivant dans les zones à risque afin d'éviter les dégâts humains et matériels en cette grande saison des pluies qui a démarré depuis le mois de mars et va se tendre jusqu'au mois de juin prochain.
Et ces fortes pluies qui indiquent aussi le changement de notre climat. La question de la préservation de l'environnement, justement au cœur de la 15e conférence des parties à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, un événement qui se tiendra du 9 au 20 mai à Abidjan. Le président du comité d'organisation de la COP15 était l'invité du Dimanche Magazine de ce 13h. Dans cet extrait que vous allez voir, Abou Bamba donne le contenu de la rencontre. Le 9, à partir de 10h, le chef d'État sera là avec plusieurs autres chefs d'État. On va laisser au chef d'État lui-même la primeur d'annoncer la liste des chefs d'État qui seront là. Ça va être un débat politique à un très haut niveau et des résolutions seront prises justement pour aller de l'action en ce qui concerne la sécheresse et les corrélations qui existent avec les problèmes de développement socio-économique. Donc ça va être un engagement politique très fort à ce niveau. Ensuite, on aura ce qu'on appelle la réunion des plénipotentiaires elles-mêmes, où les 196 pays qui vont se retrouver ici à Abidjan vont plancher sur un certain nombre de sujets. Ils vont adopter un certain nombre de résolutions qui vont engager, vous l'avez dit au début de votre introduction, que la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification est le seul outil juridiquement contraignant. Donc quand vous adoptez une décision, une résolution de la COP, elle est juridiquement contraignante. Ensuite aussi, il va y avoir une allocation de ressources financière de par le monde justement pour financer les résolutions qui seront prises lors de la COP. Et tantôt, le ministre de l'Environnement parlait du Forum des jeunes. Les jeunes, aujourd'hui, c'est 70% de la population de la Côte d'Ivoire et c'est à peu près la même chose dans le monde. Un tiers d'entre eux sont sans emploi, un tiers ont des emplois précaires et un tiers est employé. Mais le seul secteur aujourd'hui qui peut absorber toute cette masse de jeunes qui n'ont pas d'emploi, c'est l'agriculture. Donc, il y aura donc ce forum des jeunes dont le thème est les emplois de la terre. Et enfin, dernièrement, des femmes aussi. Il y aura le caucus des femmes, effectivement, qui sera, on peut le dire parce qu'elle a donné son accord de principe, présidé par la première dame de Côte d'Ivoire et d'autres premières dames aussi qui viendront d'autres pays du monde, parce que les femmes sont plus affectées par la désertification, parce que c'est les femmes qui produisent toutes les denrées alimentaires que nous consommons sur les marchés ici, et malheureusement, leurs revenus ne sont pas à la hauteur de leurs tâches. Et enfin, on va terminer sur le Business Forum. Il y aura donc un forum des hommes d'affaires. Le président de la République a invité aussi les PDG des plus grands groupes agro-industriels au monde, afin qu'on arrive à une situation où l'environnement... Parce que le privé, c'est eux qui détiennent beaucoup plus. Exactement. Les moyens financiers sont détenus par le privé. Tous ces groupes-là, la plupart, c'est 40 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Le produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire, c'est 60 milliards de dollars. Donc, c'est un peu des groupes qui ont des moyens financiers conséquents et qui peuvent influencer la trajectoire, en tout cas, de développement socio-économique des pays que nous représentons. Et les jours s'égrènent dans le mois de Ramadan. L'Union des journalistes et communicateurs musulmans a organisé sa traditionnelle rupture collective du jeûne. C'est la 5e édition qui s'est tenue ce samedi avec la présence de plusieurs personnalités du COSIM et du gouvernement, dont Bertin Kouadio Konan et Kandia Kamara. La ministre d'État invite les journalistes à être des acteurs de paix et de cohésion. Moussa Konaté. Le mois de Ramadan, moment de partage, de solidarité et de fraternité. Période d'intense adoration également mise à profit par les journalistes musulmans pour des retrouvailles. C'est la 5e édition de la rupture collective du jeûne, initiée par l'Union des journalistes et communicateurs musulmans de Côte d'Ivoire. Entre actions sociales, activités de formation et séances de prière, notre union se veut un instrument de développement au service de notre religion et de notre pays. Dans les mois à venir, Inch'Allah, nous intensifierons nos actions de formation et notre collaboration avec les journalistes catholiques afin que le dialogue interreligieux passe aussi par les professionnels des médias que nous sommes. L'édition 2022 de cette activité de l'UJCOMSI enregistre la présence de plusieurs personnalités qui apportent leur soutien à l'association. Les représentants du COSIM, des ministres de la Communication, de la Femme et de la Famille, le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale Bertin Kouadio Konan et Kandia Kamara, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, les journalistes à être des acteurs du renforcement de la cohésion. Vous devez tous être ambassadeurs de la paix, du vivre ensemble, partout où vous serez. Le renforcement de la paix doit être votre credo. Il convient donc de désarmer vos plumes, vos voix et vos attitudes en créant un environnement propice au vivre ensemble. Continuez de faire preuve de modération
et de pondération. Je compte sur votre engagement au service de votre religion, l'islam, et aussi au service de notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Après cette rupture collective, la prochaine étape, c'est l'opération Solidarité Ramadan. L'action vise à offrir des vivres à des populations afin de leur permettre de célébrer la fête de Ramadan. Dans le centre du pays, la communauté catholique de Ravia a célébré la nuit de la Divine Miséricorde. Cette prière instituée en 2000 par le pape Jean-Paul II consiste à rester dans la promesse de Jésus. Au nombre des fidèles, le président du Sénat, Jeannot Ahoussou-Kouadio, le célébrant Monseigneur Alexis Touabli, exhorte au raffermissement de sa foi. Kader Sogodogo. Ravia, sanctuaire Notre-Dame de la Divine Miséricorde. L'endroit est bien indiqué pour la célébration de la nuit de la Divine Miséricorde instituée en 2000 par le pape Jean-Paul II. Cette célébration a lieu le premier dimanche après Pâques, un jour d'immense grâce qui consiste à la promesse d'une rémission complète des péchés. Monseigneur Alexis Touabli, évêque du diocèse d'Abbeville, en est le célébrant. Célébrer la fête de la Divine Miséricorde, c'est célébrer la fête de Dieu en tant qu'il est amour, miséricorde infinie. Et sa miséricorde est plus forte que nos péchés. Nos péchés ne sont rien à côté de la miséricorde de Dieu. Au nombre des fidèles catholiques qui prennent part à la messe, le président du Sénat, Jeannot Ahoussou-Kouadio, et son épouse. Nous faisons chaque jour l'objet d'outrages, d'injures de toutes sortes. Jésus nous recommande d'aimer tous ceux qui nous outragent et que sa crucifixion sur la croix, tout ce qu'il a vécu le vendredi saint, c'est l'expression suprême de son amour. Donc nous sommes venus nous abreuver d'amour, l'amour de Jésus. Prions à ce que Dieu puisse répandre son amour dans le cœur de tous les Ivoiriens. Parce que à la fin de notre vie, pour nous qui sommes les chrétiens, qui croyons à la résurrection, nous demandons toujours à Dieu de ne pas regarder nos péchés et dans son amour infini, de nous accepter dans son royaume. Une présence saluée par le célébrant qui a relevé la foi et le sens élevé du partage dont fait preuve le couple Jeannot Ahoussou-Kouadio. À l'occasion de la messe, le président du Sénat a confié au Seigneur le président de la République Alassane Ouattara et la Côte d'Ivoire, afin que la paix et la stabilité demeurent partout dans le pays. Et on parle de Pakino, ce moment de retrouvailles. En Pays baoulé, on parle surtout de développement et de progrès logiques respectés dans le département de Tibissou. La mutuelle des cadres était en fait pour la construction d'un château d'eau. Un plan d'action sera élaboré pour le développement dans l'union et la solidarité. Eugène Atoubé. Une scène qui va se répéter dans plusieurs habitations dans le village de Boniankro, où Pakinou oblige, filles, fils, cadres, avec leurs amis invités de différentes catégories, vont marquer ce moment d'une pierre blanche. Nous sommes vendredi, premier jour de présence. Ce sont les retrouvailles. On est dans la joie. Voilà. On mange, on boit, et puis on fait tout. J'ai vu le Goli qui a dansé et tout ça, ça m'a fait vraiment plaisir. Vraiment contente. On plonge la main dans la même assiette, on mange ensemble, on vit en fraternité, on sent vraiment la fraternité. À Boniankro, Pakinou commence véritablement au lendemain des arrivées massives de convois et délégations. C'est samedi, deuxième jour de présence dans le village. Un jour consacré à la célébration d'une infrastructure socio-économique ou une action sociale. Cette année 2022, c'est le château d'eau qui constitue le centre d'intérêt de Pakinou à Boniankro. Le bénéfice de cette infrastructure est au crédit de la mutuelle de développement de ce village. La Mudebo qui a sollicité une brasserie, filiale d'une holding internationale installée en Côte d'Ivoire pour le financement de l'ouvrage. C'était difficile pour nous d'avoir de l'eau dans le village. Dieu merci, nous avons obtenu un château d'eau. Nous disons merci à notre mutuelle. Avant l'arrivée du château d'eau, c'est ce qui a causé assez de maladies diarrhéiques. Mais après, où le château d'eau est venu maintenant, nous constatons qu'il y a eu une baisse. Il n'y a plus assez de maladies diarrhéiques. De la mise en service du château d'eau de Boniankro en juin 2021 à ce jour, les cas de maladies liées à la consommation de l'eau de mauvaise qualité
sont passés de 58 à 23 dans le village, selon les statistiques fournies par le centre de santé de Boniancro. Fini pour les femmes, les corvées et les queues interminables aux différents points d'eau. Le château d'eau de Boniancro apporte dans le quotidien de ces populations une amélioration significative de leurs conditions de vie. Nos populations villageoises ici, à l'époque, allaient au marigot à 4 h du matin pour avoir un seau d'eau. Aujourd'hui, on prend la douche dans nos maisons. Et c'est un grand pas qu'on a franchi. Boniancro, il y a des cadres moyens qui sont solidaires. Ils se battent pour la réussite et le développement de leur village. Boniancro entrevoit déjà son prochain Paquinou dans une perspective de développement du village et de progrès de sa population. La priorité de sa mutuelle est la construction de logements pour recevoir les enseignants et le personnel administratif du collège de proximité en voie d'achèvement, dont du conseil régional du Bélier. Le conseil régional travaille avec toutes les mutuelles et chaque mutuelle a le devoir de faire en sorte que ça marche dans sa localité. Nous, conseil régional, ce que nous recherchons par-dessus tout, c'est de faire en sorte que partout il y ait la cohésion. Partout que les gens s'entendent. La réconciliation doit commencer à la base dans chaque village avant de s'étendre sur toute la nation. L'État a donné des collectivités aux populations pour qu'elles se prennent en charge véritablement. Mais en dehors de ces structures étatiques, il y a les mutuelles de développement. Là où l'État n'arrive pas, il appartient aux mutuelles de prendre la relève. Nous appelons de tous nos voeux les populations à se structurer, à fédérer leurs forces au sein de ces mutuelles pour booster le développement de nos localités. L'inauguration du collège de proximité de Boniancro est un beau prétexte pour Paquinou 2023 dans ce village. Paquinou, moment où joie, peine, plaisir et douleur se mêlent aux anecdotes, péripéties, face et souffrances, aux sorties desquelles on ne retient que le beau. Et une seule vérité, Paquinou oyo fait. Et en santé, le 6e colloque scientifique sur le paludisme s'est tenu les 20 et 21 avril dernier à l'Institut national de la santé publique dans la commune d'Adjamé, en marge de la célébration mondiale de la journée de lutte contre cette maladie. La rencontre était axée sur l'impact de la Covid-19 sur la prise en charge des malades. Elle a réuni des experts venus de la Côte d'Ivoire et aussi de la sous-région. Michel Mambo. Des experts réunis, comme tous les 2 ans, en prélude à la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Au cœur des échanges, les avancées scientifiques sur la maladie. Après 5 ans d'édition, qui nous a permis d'identifier les stratégies à haut impact, dont la mise en œuvre a permis de réduire de 50% le nombre de décès liés au paludisme de 2017 à 2020, nous organisons cette édition dans un contexte de crise sanitaire liée à la Covid-19. L'impact de la Covid-19 sur la lutte contre le paludisme également à l'ordre du jour. Aujourd'hui, nous sommes réunis là pour 2 jours. Premièrement, pour faire le bilan de cette lutte dans ce contexte de Covid-19 qui a ralenti nos activités en termes de prévention et en termes de prise en charge, mais également aussi voir quelles sont les orientations qu'on pourrait avoir pour l'élimination du paludisme d'ici 2030. Beaucoup de perturbations enregistrées, en effet, avec l'avènement de la Covid-19, perturbations des interventions à cause notamment de la baisse de la fréquentation hospitalière. Un plan de contingence avait alors été mis sur pied pour normaliser la situation. Malgré une augmentation des cas de paludisme grave dans la période de Covid-19, la mortalité a continué à régresser. En Côte d'Ivoire, le nombre de décès est passé de 3222 en 2017 à 1316 en 2020 pour atteindre 1200 en 2021. Et dans la lutte contre la Covid-19, on reste aussi mobilisé. On fait le point en chiffres ce dimanche.
6 nouveaux cas de Covid-19 sur 957 échantillons prélevés, 5 guéris et 0 décès à la date du 24 avril 2022. La Côte d'Ivoire compte donc 81 893 cas confirmés, dont 81 066 personnes guéries, 799 décès et 19 cas actifs. Au total, 12 253 114 doses administrées contre la Covid-19. Et puis en sport, un nouveau président de la Fédération ivoirienne de football, Idriss Diallo, a remporté l'élection hier face à Sori Diabaté au second tour. C'était lors de l'Assemblée générale élective tenue à Yamoussoukro. Avec 63 voix contre 61 pour Sori Diabaté, son principal challenger, Yassine Idriss Diallo est désormais le nouveau patron de la maison de verre de Treichville. Un aboutissement heureux pour l'homme d'affaires de 61 ans après une journée intense et longue en rebondissement. Il aura fallu 3 heures de temps et 2 tours pour que le leader de la liste, rassemblé pour développer, soit porté à la tête de la Fédération ivoirienne de football. Ce n'est que dans la transparence, dans la rigueur, dans le sérieux qu'on peut réussir. Cette élection a suscité beaucoup de passion. Aujourd'hui, nous sommes à la fin. Quoi qu'il ait pu se passer avant, nous devons être capables de nous mettre au-dessus pour penser au football ivoirien. Comme je l'ai dit, j'irai vers mes adversaires. Évidemment, aujourd'hui, c'est difficile. Il y a de la déception. Mais le temps aide. J'irai vers eux pour leur demander de nous accompagner dans cette tâche. Et dire à Monsieur le Président de la République qu'il n'aura pas œuvré inutile avec tous les investissements qu'il a fait dans ce pays pour accueillir la CAN. Nous avons tous une obligation de faire une union sacrée autour du football ivoirien pour honorer cette organisation. Sous normalisation, depuis 2 ans, la FIFA renoue avec des instances dirigeantes élues au suffrage universel. La passation de charge entre le comité de normalisation de Mariam Dao Gabala et le président élu Yassine Idriss Diallo aura lieu le samedi 30 avril 2022. Quelques heures avant cette élection, Pierre Gondo avait été porté à la tête de la commission de gouvernance, d'audit et de conformité. C'est un reportage de Salif Ouattara. Dans le reste de l'actualité, comme tous les dimanches, on fait le tour du monde de l'information. Voyons ce qui a marqué cette semaine. C'est dans le 7 sur 7 avec Abou Sanogo. L'Inde conteste les 4 millions de morts dus à la Covid-19 que lui attribue l'Organisation mondiale de la santé, OMS, alors que les chiffres officiels indiens font état de 520 000 décès, soit le 3e bilan le plus lourd au monde, derrière les États-Unis et le Brésil. Les groupes de qualification de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire ont été tirés au sort à Johannesburg, en Afrique du Sud. Les 48 sélections africaines engagées ont été réparties dans 12 groupes de 4 poules. Les 2 premières équipes de chaque groupe se qualifient pour la CAN 2023, sauf dans le groupe de la Côte d'Ivoire, directement qualifié en tant que pays hôte. Les 2 candidats qualifiés pour le second tour de l'élection présidentielle française ont débattu pendant près de 3 heures, mercredi à la télévision. Emmanuel Macron et Marine Le Pen ont présenté leur vision sur plusieurs thèmes, comme le pouvoir d'achat, la sécurité et l'écologie. 4 enfants du défunt président Omar Bongo Ondimba sont mis en examen pour recel de détournement de fonds publics, de corruption active et passive et d'abus de biens sociaux. La justice française les soupçonne en effet d'avoir bénéficié d'un important patrimoine immobilier frauduleusement acquis par le patriarche et dont la valeur a été évaluée par la justice à au moins 85 millions d'euros. Alpha Condé retrouve la liberté. C'est dans un communiqué du régime militaire que l'annonce a été faite à la télévision nationale. Et il pourra pour l'instant recevoir à sa demande sa famille biologique et politique ainsi que ses amis proches. Alpha Condé a été renversé le 5 septembre dernier par un coup d'état militaire dirigé par les forces spéciales du colonel Mamadi Doumbouya. Les autorités sanitaires de la République démocratique du Congo ont déclaré une épidémie d'Ebola après la confirmation d'un cas à Mbandaka, une ville du nord-ouest de la province de l'Équateur.
Selon un communiqué des forces armées maliennes, des terroristes ont utilisé des véhicules kamikazes bourrés d'explosifs contre 3 camps militaires dans le centre du Mali. Bilan, 6 morts et 20 blessés. Ces attaques simultanées dans les 3 camps visés à Sévaré, Bafo et Nyono ont été revendiquées par la Katiba du Massina du prédicateur Peul Amadou Koufa. Et puis pour terminer, rappelons que 48,7 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes ce matin pour la présidentielle en France. Les électeurs ont porté leur choix sur Emmanuel Macron. Le président sortant remporte le scrutin avec 58,2% des voix contre 41,8% d'adversaire Marine Le Pen. Et voilà qui met un terme à ce journal. Merci d'avoir suivi. Retour de l'actualité à 23h. Demain, retrouvez Marie-Laure Ngouran. On se quitte avec ce que dit le sage ce soir. Il faut creuser son puits avant d'avoir soif. Je vous souhaite une fructueuse semaine.